Le Soudan, la Suède et le Brésil, ce sont les trois pays dont on va parler ce soir avec notre invité, Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Niaoui. Au Soudan, la dispersion de la manifestation le sit-in devant le QG de l'armée a fait plus d'une trentaine de morts et des centaines de personnes ont été blessées. C'est le bilan provisoire communiqué par diverses sources. Cette dispersion a été décidée par le Conseil militaire au pouvoir. Maître Sossassi, aujourd'hui, on doit résumer la situation soudanaise. On doit dire que les militaires n'y sont pas allés de même ol. Non, et vous voyez, aujourd'hui, 4 juin, il y a un rappel historique qui est malencontreux. Ça rappelle Tiananmen. Oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ici, le contexte soudanais trouve un pendant triste dans les événements de Tiananmen qui se sont passés il y a 30 ans. On voit que les choses ne changent pas beaucoup. Ce qu'il faut dire, c'est que, et c'est fortement regrettable, on doit souhaiter que les techniques de maintien de l'ordre s'humanisent un peu plus, parce qu'il n'y a aucune raison justifiable de donner la mort à des gens qui manifestent pacifiquement, en faisant abus de force. Parce que si l'État seul est détenteur de la force légitime, quand il en fait un usage disproportionné, il est condamnable. Mais cela dit, je crois que dans le cas soudanais, il faut quand même savoir répartir les choses. Je ne veux pas trouver la moindre circonstance atténuante à une armée qui fait usage de force létale sur des personnes qui ne font rien que manifester à main nue. Non. Les forces armées ne devraient jamais être dressées contre des populations qui ne sont pas à force égale pour les affronter. Vous voyez, ils sont toujours très forts dans la répression brutale des populations, mais ils le sont moins quand il s'agit de nous protéger contre des terroristes plus armés ou également armés qu'eux. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a un hiatus et un malentendu avec nos militaires. Et c'est ce qui fait le déficit de confiance qu'il y a et qui a créé cette situation qui a finalement culminé dans une forme d'exacerbation de l'exaspération. C'est-à-dire qu'en fait, les militaires ont considéré que maintenant la récréation est terminée et qu'il faut passer à autre chose. Vous voyez, c'est un peu cela qui dérange, parce qu'on avait presque fait un zéro faute. Ils ont réclamé la peau de Béchir, de Al-Béchir. Ils l'ont eu grâce aux militaires. Ils ont demandé à ce que une transition se mette en place. Elle a été mise en place avec l'accord des militaires. Et à un moment donné, quand on sait que l'ADN du régime soudanais est militaire, les seuls interlocuteurs valables qu'on a dans le pays, c'est l'armée. Alors il faut trouver à un moment donné des éléments dialectiques pour pouvoir discuter avec l'armée. Bon, c'est ce qui a manqué aux contestataires. Oui, il a manqué à un moment donné cela, et on était un peu dans un schéma, un peu comme dans une maison où vous avez des enfants très remuants, très turbulents, qui sans cesse demandent quelque chose. À un moment donné, le père exacerbé dit mais non, mais ça suffit. Et maintenant, il lève le bras. À un moment donné, le bras tombe. Là, malheureusement, le bras est tombé de façon brutale et martiale. Et ça, c'est absolument pas excusable. Mais de la part des manifestants, qui sont un composite de forces vives de la société civile et d'hommes politiques et aussi de certaines figures très marquantes de la vie politique et sociale soudanaise. Mais ils ont manqué à un moment donné de discernement, parce que je pense qu'on ne peut pas faire du passé table rase comme ça. C'est-à-dire que ce dégagisme stérile, à un moment donné, il produit le chaos. Parce que on ne peut pas demander à un régime qui est là depuis plus de 30 ans
de faire sa mue comme ça, forcée, et d'accepter de s'étriper. Non, ça, ce n'est pas possible. On ne demandera jamais à un régime comme ça de se suicider. Il ne le fera pas. À un moment donné, il faut trouver le juste milieu pour négocier. Négocier quoi? Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de Tiananmen. Ce qui s'est passé à Tiananmen, ces jeunes gens, ils demandaient des réformes. Ils ne voulaient pas que le régime change de tout du jour au lendemain. Non, mais ils demandaient l'approfondissement des réformes parce qu'il y avait en toile de fond la perestroïka de Gorbatchev qui produisait du résultat et qui produisait du bénéfice démocratique. Ils voyaient ça, ils en avaient envie. Sauf que la perestroïka de Gorbatchev a donné lieu au démantèlement de ce qui était l'URSS. Les Chinois ont prévu ça et ils ont envisagé cette issue et ils ont dit non, nous, ça n'arrivera jamais chez nous. Et ce dialogue n'a pas existé. Et c'est la raison pour laquelle ça a dégénéré dans cette violence absolument orgiaque de l'armée qui a sorti des chars, qui a broyé des gens sur place Tiananmen. C'est un peu ça ce qui s'est passé à Khartoum et c'est fortement regrettable parce que c'est une occasion manquée et maintenant ça conduit à un autre raidissement. Et vous avez vu aujourd'hui les rues de Khartoum étaient complètement vides. C'était une sorte de ville fantôme morte et on ne sait pas trop de quoi le lendemain est fait. Et maintenant ce sont les militaires qui somment en donnant maintenant un agenda politique qui dicte ce qui doit être maintenant la transition dont on ne connaît pas les issues et les acteurs. Le casting transitionnel est malheureusement en train de mal se constituer. Il est quand même assez difficile d'analyser la situation actuelle au Soudan sans regarder la tournée qu'avait effectuée le chef de la transition, le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui était parti en Égypte et puis après aux Émirats arabes unis. Et puis il est revenu et on a vu les résultats. Quand on sait que ces deux pays ont toujours été les soutiens de la junte militaire, on comprend qu'il est allé prendre leur onction pour cette solution. Très probablement, vous faites une lecture tout à fait raisonnable. Et à mon avis, je ne pense pas que la géopolitique vous démentira. C'est vrai qu'on peut tout à fait faire cette lecture légitimement de cette chronologie. Maintenant, on n'a pas eu de réaction de la part de ses parrains. Et c'est ce qui permet de donner finalement crédit à cette hypothèse. Alors, le Conseil militaire a également mis fin à tous les accords conclus avec les... Ils sont devenus caducs. Oui. Ils sont devenus caducs. Et c'est pour ça que je dis que c'est un rendez-vous manqué. Et en fait, c'est le fait de l'immaturité d'une classe politique qui est avide elle-même de pouvoir. Mais en fait, c'est le malheur de nos jeunes démocraties africaines. C'est qu'on est des démocraties émotionnelles. On n'est pas dans un cheminement scientifique qui vise un résultat à obtenir et se donne les moyens de ce résultat. Napoléon disait que l'ambition dont on n'a pas les moyens est un crime. Si vous envisagez quelque chose dont vous savez que vous n'avez pas les moyens, mais n'y allez pas, ne cherchez pas. C'est comme si je veux aller à Dapaon avec un vélo qui n'a pas de chaîne. Bon, ce n'est pas envisageable. Et c'est un peu ça ce qu'ils font. Et cette naïveté-là, malheureusement, ne produit jamais rien de très productif. C'est ça ce qui est malheureux. Alors, finalement, le Soudan, si on doit le comparer à l'ère Béchir, on ne peut plus vraiment parler aujourd'hui d'avancée. Il y a quand même eu avancée. Parce que l'agenda aussi de la jeune, c'est de juger tous les caciques de l'ancien régime qui ont été trouvés coupables de crimes économiques, de corruption, etc. Donc forcément, il y a eu une avancée. On a avancé suffisamment loin pour amorcer une transition qui aurait pu être magnifique si les autres, enfin toutes les parties avaient fait preuve de discernement et de modération. À tout vouloir demander et à trop tirer sur la corde, on la casse. C'est ça ce qui s'est passé. C'est malheureux.
Nous passons maintenant au second sujet. C'est la Suède où le tribunal a rejeté la demande d'arrestation de Julian Assange pour viol. La justice suédoise a débouté lundi le parquet qui demandait le placement en détention par défaut de Julian Assange, fondateur de Wikileaks, poursuivi pour un viol présumé commis en Suède en 2010 et détenu à Londres. Il n'y aura pas de mandat européen pour le transfèrement de Julian Assange en Suède. Le tribunal suédois d'Uppsala a débouté le lundi 3 juin le parquet qui demandait le placement en détention par défaut de Julian Assange, poursuivi donc pour viol commis en Suède et détenu à Londres. Les juges ont toutefois jugé recevables les éléments à charge pesant contre lui. Mais tout ça, est-ce que c'est pas un peu contradictoire? On retient les éléments à charge contre Julian Assange, mais on refuse qu'il soit jugé pour cette affaire. Non, c'est son arrestation. Oui, qu'il soit arrêté. Oui. Non, parce que, si je suis le raisonnement de ce tribunal, il soutient que pour l'instant, il est quand même en état d'arrestation en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne. Donc, à partir de ce moment-là, il serait disproportionné de lancer encore un mandat d'arrêt contre lui alors qu'il est déjà en état d'arrestation. Et actuellement, son arrestation en Angleterre n'empêche pas l'enquête suédoise de continuer. C'est la lecture que je fais de la décision de Uppsala. Bon, maintenant, y a-t-il contradiction? Pas tout à fait. Parce qu'il y a deux volets, le volet purement procédural et le volet du fond du dossier. Bon, il y a une plaignante dont les déclarations sont sujettes à caution et sont actuellement en train d'être débattues. Les avocats suédois de M. Assange pensent qu'ils ont de fortes chances en allant au bout, d'aboutir à un non-lieu. En attendant, il est en état d'arrestation en Angleterre et il n'est pas nécessaire de renouveler son arrestation en l'emmenant en Suède. On peut tout à fait, dans le cadre d'une coopération judiciaire entre États, faire les commissions rogatoires nécessaires, obtenir ces déclarations en Angleterre, commandité par le juge suédois, soit en demandant au juge anglais de le faire à leur place, soit en se déplaçant. Donc, non, je pense que c'est tout à fait raisonnable et proportionné. C'est conforme à l'état de la loi en Suède et c'est conforme à l'état de droit. Alors, l'affaire même Julian Assange est une affaire on ne peut plus complexe parce que on voit deux choses qui se mêlent, c'est-à-dire on a une affaire purement qui relève du domaine de la presse et donc on va parler des délits de presse pour les publications des câbles diplomatiques, mais en même temps, la vie de l'homme même laisse à désirer sur beaucoup de plans. Et quand il est, en tout cas dans le cas suédois, accusé de viol, on a vite fait de relier cela aux affaires de câbles diplomatiques. Oui, nécessairement. Parce que, si vous voulez, on a l'impression que c'est plus commode d'en faire un délinquant sexuel que d'accepter qu'il soit un martyr des libertés de presse censurées dans des démocraties telles que les États-Unis ou les démocraties européennes. C'est un peu ça la toile de fond de ce dossier. C'est-à-dire qu'en fait, on le cherche parce qu'il a fait Wikileaks. Bon, mais l'arrêter, quand on se propose les parangons de la vertu démocratique, du respect de la liberté d'expression, et qu'on arrête des journalistes, on est quand même mal à l'aise. On préfère que ces journalistes soient des délinquants sexuels et qu'on leur fasse procès pour des problèmes de mœurs plutôt que de les juger pour des problèmes de presse. Voilà. Donc, vous voyez, comme ça, si vous voulez, les apparences sont sauves et la démocratie reste toujours tonique et vivace. Et lui-même, il a quand même une vie qui prête le flanc à ces genres d'accusations. Vous en savez quoi de sa vie? C'est pas parce que 2 ou 3 femmes viennent dire que alors, si vous voulez, quand on prend l'affaire suédoise, elle dit qu'ils ont eu des relations consenties, et là où le bas blesse, c'est que ce qui n'était pas consenti, c'était le non-usage de préservatifs. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour coucher avec Monsieur Assange, mais on n'est pas d'accord pour que cette relation ne soit pas protégée. Bon, alors je ne sais pas par quel degré de sophistication la loi suédoise a pu trouver
l'absence de consentement, dans ce micmac qui se passe sous les draps de deux personnes qui sont parfaitement adultes et consentants. Mais bon, que la justice suédoise aille jusqu'à son terme et qu'on en finisse avec cette histoire et que M. Assange nous régale de ces publications qui, finalement, font les délices de tous les démocrates, finalement, et de la presse du monde entier qui a été bénéficiaire d'informations qu'il n'aurait pas eues si Assange et Wikileaks n'avaient pas cette capacité d'investigation pour aller trouver au fin fond des mers, vous voyez, des informations qu'on a voulu cacher au monde entier. Voilà. Au même moment, est-ce que derrière, que ce soit la procédure au niveau de l'Angleterre ou celle au niveau de la Suède, est-ce que la main des États-Unis n'est pas en train de se balader quelque part? Écoutez, vous avez vu quand M. Trump va à Londres, il se permet des déclarations fracassantes sur le maire de Londres, sur qui devrait être le meilleur Premier ministre, etc. Alors, vous n'êtes pas très étonné que l'administration américaine, qui se permet tout, c'est-à-dire que quand il y a une procédure contre M. Trump, son ministre de la Justice peut complètement contrefaire cette procédure, lui faire dire autre chose que ce qui est dit dans le rapport, et il ne se passe rien. Vous voyez, on achète pour le président des États-Unis une impunité totale en disant que, bon, ben, quelque part, la justice américaine, sous son administration, en fait un citoyen au-dessus des lois. Bon, vous voyez, c'est ça un peu cette espèce de contradiction qu'il y a, à donner des leçons et à refuser d'appliquer les leçons qu'on donne aux autres chez soi. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je suis très peu client de ce genre de déclaration intempestive de M. Trump. Mais sur la publication même de ces câbles diplomatiques, est-ce que les États-Unis n'ont pas un peu aussi raison de s'en prendre à Julian Assange? Pourquoi ils ont plus raison que les autres? Pour avoir révélé un certain nombre d'informations qui sont top secret défense. Ah ouais, top secret défense. Oui, mais c'est ça. C'est bien, on se régale quand on le dit du Congo-Brazzaville ou du Togo ou du Gabon, et c'est très mauvais quand on le dit des États-Unis. Ah non. Écoutez, c'est simple. Moi, je suis pour un égalitarisme puriste, radical. Bon, ou bien les États sont égaux entre eux, ou bien ils ne le sont pas. Mais à ce moment-là, qu'on ne nous fasse pas de cinéma à l'ONU en disant, lors de l'Assemblée générale, on peut venir faire des discours, mais au niveau du Conseil de sécurité, ce sont ceux qui sont les plus puissants qui dictent la voie à suivre aux autres, qui sont finalement des larbins. Il faut arrêter ça, et il faut être capable de dire non, même s'il s'agit des États-Unis. Oui, bon, c'est vrai, ils seront toujours plus forts. C'est vrai, ils vont vous créer des guerres chez vous parce que vous leur avez dit non. Mais il faut toujours dire non parce que ce n'est pas admissible que dans un monde où on veut que les gens soient de plus en plus libres, on considère qu'il y a des patrons qui sont capables d'exercer une souveraineté supérieure sur des États souverains. Non. Troisième sujet, nous évoquons le Brésil où Neymar est accusé de viol. Maître, est-ce que Neymar, c'est un joueur que vous affectionnez? Particulièrement, oui. Et bon, vous voyez, là, les deux sujets sont un peu subabdominales, quoi. Hein. Bon, on est au-dessus de la ceinture. Bon, c'est un peu plus souriant que le premier sujet qui était dramatique. Bon, mais quand même, là encore, vous voyez, il s'agit d'un génie du foot à qui on cherche des noises sur ses pratiques sexuelles avec une fille. Bon, il dit que c'est un piège et j'incline à croire que c'est un piège parce que quoi? Écoutez, bon, je ne sais pas trop ce qu'ils avaient, j'ai pas lu les échanges qu'ils avaient, bon, et qui ont été publiés. Mais ce qui est reproché aujourd'hui, d'abord, les avocats de la plaignante l'ont abandonné parce qu'il y avait des contradictions dans ses déclarations, ce qui m'amène à croire que M. Neymar a raison. Bon, maintenant, que M. Neymar, à titre de représailles, je dirais presque en état de légitime défense, publie pour sa défense des images intimes de cette personne qui n'est pas digne de foi ni de confiance,
sans son autorisation, je dirais que c'est de bonne guerre parce que elle ne peut pas le salir comme ça et vouloir se sortir indemne en poussant des cris de vierge effarouchée parce que on a publié des images d'elle sans son autorisation. Non, qu'est-ce que ces images se font dans le portable de Monsieur Neymar? Si elle ne les a pas données ou si elle n'a pas autorisé qu'elles existent. Si elles existent, c'est pour une raison. Maintenant, elle vient dire qu'elle a été violée. Bon, il est footballeur, il est mignon, il est milliardaire en réal, et multimillionnaire en euros par centaines de millions. Alors bon, quand on l'attaque comme ça, on est sûr de pouvoir gagner quelques billets. C'est malhonnête, c'est malsain, c'est indécent, et je ne peux absolument pas accepter que l'on porte de pareilles accusations aussi légèrement. Et j'approuve totalement, même si c'est une violation de la loi, le comportement de M. Neymar, qui, pour sa défense, a publié les images et les échanges qu'ils ont eus, qui sont des échanges intimes. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Alors, au même moment, il y a quand même un rapport d'analyse médicale qui montre que la jeune femme avait des hématomes au niveau de ses jambes. Alors, attention. Là encore, là, c'est mon instinct d'avocat qui parle. Le fait qu'il y ait des hématomes sur les jambes doit avoir nécessairement un lien avec des relations sexuelles, consenties ou pas. Parfois même dans des relations sexuelles consenties, il peut y avoir présence d'hématomes. Tout dépend des pratiques que l'on a. Tout dépend de la nature des ébats et parfois des transports que l'on a, parce qu'on ne se maîtrise pas toujours. Je ne sais pas combien d'objets contondants il y avait sur les lieux de leurs ébats. Je ne sais pas à quel angle du lit il se trouve. Si le lit a un pied en bois avec un angle saillant et qu'à un moment donné, en descendant du lit, pour aller uriner, elle a heurté le lit et qu'on a trouvé des hématomes, ça voudra dire que M. Neymar l'a violenté? Je ne suis pas du tout certain que la présence d'hématomes serve de base et de justification à l'existence de violence et de non-consentement à une relation sexuelle. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas là aussi d'une défense, parce que on ne peut pas perdre de vue que Neymar est une star multimillionnaire et généralement la balance penche toujours de leur côté le plus souvent. Ah non. Vous savez quoi? Il se trouve que parce qu'il est multimillionnaire, il est beaucoup plus vulnérable. Ce serait, pardon de le dire comme ça, vous et moi, on est des kidam, mon cher ami. Je ne suis pas sûr que on accorderait une seconde d'intérêt médiatique à ce qui serait passé d'une plaignante qui dirait que s'étant trouvée avec vous et moi dans une chambre, elle est ressortie avec des hématomes sur la jambe. Voyons. Donc, ils sont plus vulnérables parce qu'ils sont des stars et qu'ils sont millionnaires. Ils ont le délit d'aisance, de richesse et de popularité. Je ne sais pas si vous... je sais pas, délit de belle gueule, peut-être parfois aussi. Non, je suis absolument pas d'accord avec cette histoire. Je prends fait et cause pour M. Neymar et je dis que c'est un mauvais procès qu'on lui fait. En ce moment, il a besoin de sa concentration et de tout son talent pour faire gagner le Brésil. Livre un match amical. Absolument. Voilà. Maître Ossai, merci d'être passé. On va marquer la pause, on regarde le journal et puis après on est ensemble pour Regard croisé.